Bienvenue dans Parlons Net, premier club de la presse internet en partenariat avec les grands sites d'infos en ligne. Parlons Net reçoit aujourd'hui Joël de René pour son livre « Et l'homme créa la vie » paru aux éditions LLL, les liens qui libèrent, sous-titré « La folle aventure des architectes et des bricoleurs du vivant ». Avec Joël de René, on parlera donc de la vie, on parlera retraite oblige du vieillissement et on finira avec le web, 3V, vie, vieillissement et web et la révolte évidemment du prolétariat qu'il prédisait il y a 6 ans au moment où il créait avec son complice Carlo Revelli le site d'information citoyenne Agoravox. Avec nous pour interroger Joël de René, Chloé Leprince de Rue 89, Vincent Glade de Slate.fr et Romain Gubert du Point.fr. Joël de René nous parle de la vie, de la vieillesse et du web et c'est dans Parlons Net. Bonjour Joël de René. Bonjour. Merci d'être avec nous. Moi, ce qui m'a fasciné dans votre livre, j'ai bien aimé le scénario catastrophe du prologue, je dois dire. Oui. Alors, je vous raconte, je ne peux pas vous lire tout le prologue parce qu'il est assez long, mais enfin, grosso modo, dans le prologue du livre de Joël de René, vous avez des étudiants dans un garage chez eux qui bricolent. Et en fait, ils bricolent une souris grenouille vert pomme. Ils ont réussi à la créer avec des substances et des choses tout à fait compliquées. Et en fait, ils bricolent la souris, ils inventent un animal mi-batracien, mi-souris pour s'amuser parce qu'ils veulent la montrer en vidéo sur YouTube. Donc l'objectif, c'est pas du tout de créer la vie et une souris monstrueuse. Leur objectif, c'est de faire les cons sur YouTube et d'envoyer la vidéo et de s'amuser comme ça. Grosso modo, la morale de ça, c'est que finalement, il sera aussi facile de créer la vie que de faire un petit mécano entre amis. Tout ça pour se goberger, pour se marrer sur YouTube. Est-ce que c'est vrai? Vous dites que ça arrivera en 2018. Oh, même avant. Enfin, c'est-à-dire que c'est à la fois très prometteur et incroyablement inquiétant, parce que les étudiants qu'on appelle des biohackers, en gros des biobricoleurs, ils achètent aujourd'hui ce matos sur Internet, ils achètent même des machines à synthétiser les gènes sur eBay. Il faut comprendre un truc, autrement on ne comprend rien à la biologie de synthèse. Il faut comprendre qu'on peut télécharger sur Internet, en open source, des séquences d'ADN. Pourquoi des séquences d'ADN? C'est que l'ADN est fait de 4 lettres, comme nos mots. Nous, on a 26 lettres. L'ADN, c'est 4 lettres. A, T, G, C. 4 composés chimiques qui se mettent dans des ordres différents. A, A, T, 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 G, C, T. Bon, on sait faire ça. Maintenant, on peut télécharger sur Internet des séquences faites par d'autres. Les étudiants se les échangent entre eux, aux grandes dames de l'industrie pharmaceutique. Attendez, n'allez pas trop vite parce que moi, je ne comprends rien. J'ai fait Terminal B, donc bon. Alors, donc vous dites, ils téléchargent comme un code HTML, sauf que c'est des longues séquences qui servent à faire des programmes que d'autres étudiants ou des profs ont fait. On appelle ça des biocassettes, des DNA cassettes ou des biobriques. Une fois qu'ils ont téléchargé ça en numérique, ils l'introduisent dans des machines à synthétiser les gènes comme une sorte de grosse imprimante. Cette imprimante a 4 cartouches, comme nous on a du rouge, du vert, du jaune, du noir. Ces 4 cartouches contiennent les fameuses 4 composés chimiques du code génétique. Et on met print, pas print en fait, on met synthétise. Et à ce moment-là, la machine se met en route, elle met A, T, G, T, C, T, A dans l'ordre qu'il faut. Et il en sort un filament d'ADN biologiquement actif qu'on peut mettre dans une cellule et on la reprogramme. Mais il n'est pas en papier, ce filament d'ADN. Il est en chimie, il est moléculaire. Il colle au doigt, il est mou, il est comment? Et il deviendra une souris avec des branchies. Alors, c'est plus compliqué, bien entendu, on peut le faire avec des tas de choses, mais ce que Craig Venter a fait dans sa fameuse expérience, c'est la même chose, mais qu'il a introduit dans une bactérie vidée. Il a vidé de son génome, comme si vous preniez un disque dur d'ordinateur, vous enlevez d'un portable le disque dur, donc il ne marche plus. Vous prenez le disque dur d'un autre ordinateur avec des informations différentes et vous les remettez dans le premier qui est vide et il se remet à marcher. C'est ça qu'il a fait. Donc voilà, on peut reprogrammer des organismes vivants et même en inventer des nouveaux qui n'existent pas dans la nature. C'est ça la biologie de synthèse. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que les gens ne connaissent absolument pas ce que c'est. Ça va au-delà du génie génétique, au-delà du clonage, au-delà des OGM. Les politiques, les industriels, alors là, ils n'y comprennent strictement rien. D'où l'intérêt de dire aux gens, attention, il va se passer des trucs très importants. Alors, ces étudiants-là de 2018, soi-disant, qui veulent mettre leurs grenouilles sur YouTube, ils existent, mais ils sont quelque part. Mais non seulement ils sont quelque part, mais ils ont un site qui s'appelle DIY Bio, dont je parle dans le bouquin. C'est comme exactement au moment de la Silicon Valley, les Steve Jobs et les Bill Gates de l'époque, ils s'échangent, ils ont des pièces standards, et ils ont un concours annuel qui s'appelle iGEM. Donc, il y a 10 000 personnes inscrites, des Chinois, des Japonais. Et les profs les incitent et les poussent à fabriquer des trucs les plus incroyables. Mais attendez, ils fabriquent quoi? Ils fabriquent, par exemple, alors je vais prendre un cas, Meredith Patterson. C'est une héroïne des biohackers. Elle a 25 ans.
Elle est programmatrice d'ordinateur dans le jour et le soir, dans sa cuisine, avec du matos qu'elle a acheté sur Internet, elle fabrique des bactéries spéciales. Alors laquelle ? C'est même mieux que Craig Venter, à mon avis. Elle a fabriqué une bactérie qui est capable de détecter la mélanine. La mélanine, c'est cette substance que les Chinois ont mis dans le lait et qui a tué des quantités de nourrissons. Donc sa bactérie, celle de Meredith Patterson, existe. Elle devient vert fluo, comme la souris, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple dans le prologue. Elle devient vert fluo dès que des micro-quantités de cette mélanine sont en contact avec son environnement, et donc elle les détecte. Donc ça, c'est gentil. Ouais, c'est Si genre- ça permet Ah, mais ça d'éviter peut de être très tuer méchant. des nourrissons chinois, Mais- c'est ah, super. mais ça peut être très méchant. Et elle le donne au... Pardon. Vous les avez rencontrés, ces biohackers, Alors ces on en jeunes rencontre, ils font des concours, il y a des Français aussi. Le concours IGM 2010 est lancé, il y a plein de gens inscrits, et on va voir qui va gagner le prix. Des Français qui sont aux États-Unis, Non, étudiants en France, postdoc, dans ou des des Français universités, ici dans des universités françaises, bien sûr. Et alors, pardon, vos biohackers, ils brevettent Non, pas du leur tout. création, C'est open- ils non. le vendent ou ils l'offrent de la même façon qu'ils l'ont trouvé sur le C'est net open en- source. en Si open vous voulez, source. c'est la même logique que l'informatique du début. Il faut fabriquer des pièces standards qui vont servir à assembler des cartes mères. Ces pièces standards, ils les fabriquent, aux grandes dames, je le disais, de l'industrie pharmaceutique, parce que rien n'est breveté, tout est en open source, et ils appellent ça le bio 2.0, et ils s'échangent entre eux constamment des DNA cassettes et des biobriques. Est-ce qu'ils le font avec l'esprit de, on va dire, la grandeur de la science ou pour se marrer entre Fun. eux? C'est quoi? C'est entre les deux? C'est surtout Est-ce qu'ils fun. sont quand même aspirés Non, ils disent, l'inspiration. si ça peut se faire, faisons-le. D'accord. Tout ce qui est possible de tenter, tentons-le. Donc c'est l'esprit potage d'Internet appliqué à la Exactement. science. Tout c'est ce ça, qui est ennuyeux, on ne le fait pas. D'accord. Et it's a lot of Et- fun. Et est-ce que l'université, l'académie, les enseignants universitaires, chercheurs français encouragent, parce que vous dites aux États-Unis, ils sont stimulés par leurs profs. Ici, est-ce qu'on n'est pas quand même dans quelque chose de beaucoup plus austère par rapport à ça? Je vais La vous culture du fun Ouais, dans les facs ouais, ça, françaises. c'est pas le truc. C'est pas le trip. Non, c'est trop neuf encore. C'est beaucoup trop tôt pour le dire en France. En revanche, je vais dire une chose importante sur votre question, c'est que des grands patrons de la recherche américaine comme Jay Kissling, dont je parle beaucoup dans le bouquin, qui travaille avec Bill Gates pour mettre au point un produit anti-malaria, George Church, par exemple, ces gens-là sont très proches des biohackers parce qu'ils utilisent certaines de leurs découvertes. L'innovation, vous savez, c'est comme la longue traîne. C'est comme la longue traîne hein, sur Internet. Il y a la tête avec les grands pros, et puis la longue traîne, c'est plein de gens qui font des petits trucs. Eh bien, l'innovation, elle est là. L'innovation, elle est dans la longue traîne de Bio 2.0, si j'ose dire. Eh bien, les grands patrons les stimulent et les aident, mais c'est inquiétant parce que les techniques sont tellement plus faciles et tellement moins chères qu'on le pensait que des bioterroristes pourraient s'en emparer. Et donc, je le dis dans le Mais- livre, il faut un contrôle. Alors, Oui, si on peut fabriquer une souris avec des branchies en 2018, voire Ben plutôt, voilà. comme vous dites, qu'ils soient fluorescentes, on peut s'étonner que finalement, il n'y ait pas davantage de bioterrorisme. Il y en aura peut-être. Est-ce Je qu'on dis que peut- On ne le saura pas. Alors, tout de suite. vous avez évoqué le cas d'une fabrique de bactéries, mais évidemment, la question immédiate qui vient après, c'est... vous dites, il y a un chapitre qui s'appelle l'ère des apprentis sorciers. On attend le Frankenstein New Age. Oui, C'est-à-dire, c'est et possible. il existe, puisque vous dites qu'ils sont toute une bande d'étudiants, donc il y a sans doute un Frankenstein New Age. Et ce qui va nous fabriquer, je ne sais pas, moi, si Dominique Strauss-Kahn ne veut pas se présenter en 2012, est-ce qu'il fabriquera un double Ah non, on avec n'est un pas dans cheveu le- ça, c'est et le il enverra clonage. un Strauss-Kahn aux socialistes qui, lui, veut se présenter. Là, vous allez trop loin. Ça, c'est du clonage, c'est les trucs de science-fiction. On fabrique un organisme entier. Je vais dire deux choses. La première, c'est qu'on en reparlera sûrement avec les cellules embryonnaires, c'est-à-dire des cellules qui peuvent donner toutes les cellules du corps. Et la biologie de synthèse, on pourrait reprogrammer une cellule embryonnaire pour en faire un organisme entier. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait des Chinois en juillet 2009. Ils ont créé une souris complète qui s'appelle Xiao Xiao, qui fonctionne, qui marche, qui est impeccable, et qui a été créée à partir d'une seule cellule. Donc on peut penser qu'avec la biologie de synthèse, si on reprogramme cette cellule qui va donner naissance à un organisme vivant, à ce moment-là, on pourrait répondre à votre question. Mais je réponds à la première partie de votre question, c'est que ces biohackers, ils laissent la porte ouverte à des bioterroristes, à des gens fabriquant des trucs effroyables, et c'est pourquoi, dans le livre, on a décidé d'inscrire 6 scénarios catastrophes. Je vous en donne un. Il y en a 6. Il y en a un, ce sont des chercheurs français qui ont acheté une licence aux États-Unis pour, à Lac, vous allez voir pourquoi, fabriquer des termites qui hyperproduisent de la lignase. La lignase, c'est toutes les termites ont cette enzyme dans leur estomac. Et c'est comme ça qu'elles bouffent le bois. Et pourquoi elles voulaient faire des termites qui fabriquent de la lignase? Pour faire des biocarburants à partir du bois et de tous les déchets agricoles. Donc au départ, c'est une bonne idée. Sauf que ces hypertermites, avec plein de lignase hyper productrices dans leur ventre, sont échappés dans des caisses, ils ont pris des camions, sont arrivés à Bordeaux,
Et elles ont contaminé toute la ville de Bordeaux, et les maisons s'écroulent comme des châteaux de cartes, et les tonneaux de vin répandent leur précieux nectar dans le port. Alors ça, c'est un scénario catastrophe qui n'a pas eu lieu. Non, pas du tout, mais il n'est pas impossible. D'accord, parce que je ne veux pas inventer une légende urbaine dans Parlons Net et que les gens croient que... Donc ce qu'il vient de dire Ça, est c'est un pas vrai. scénario et c'est faux. Voilà. Tu veux dire qu'il c'est un y aurait vrai- des rumeurs sur Internet? Non, je ne voudrais pas. Un Romain vrai faux Gubert. scénario. Mais Romain l'idée, Gubert. est-ce que les pouvoirs publics regardent ça, surveillent, tentent de dire attention, là, il y a des gamins qui sont en train de dériver? Est-ce que finalement, ou bien c'est le joyeux bordel, chacun fait ce qu'il veut, les pouvoirs publics sont complètement dépassés et, Alors d'abord, ils ne comprennent pas, les pouvoirs publics. Ils comprennent- C'est trop nouveau. Déjà, biologie de synthèse, déjà génie génétique, on sait à peu près que c'est modifier un gène pour fabriquer une protéine éventuellement utile, comme médicament. Mais biologie de synthèse, c'est refabriquer la chaîne complète de montage de l'usine. Donc c'est une succession de gènes qui fabriquent des protéines et des enzymes qui se complémentent les unes les autres. Donc ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais ça va venir. Et déjà aux États-Unis, on commence à se poser des vraies questions. Les industriels se posent des questions. Tout ça, c'est pas breveté, c'est téléchargeable sur Internet, c'est du bio 2.0. C'est un peu les mêmes choses qu'on voit avec les logiciels libres. Hein, c'est pareil. C'est comme les logiciels libres, mais c'est du bio-logiciel Et les libre. labos, ils font quoi? Est-ce qu'ils essayent de Bah, faire ils des actions en essayent- justice? Et Ils qu'est-ce qu'ils essaient- peuvent faire en Non, gros non, en justice, ils peuvent plus. Ils peuvent pas, Ils non. essayent d'engager des biohackers pour faire D'accord. des Donc c'est innovations. vraiment comme dans l'informatique, quoi. Oui, c'est On pareil. engage les hackers dans les... Même logique. Question pénible pour vous, parce que vous êtes conseiller, partie prenante dans le fonctionnement d'Universcience, c'est bien ça? Oui, Hein, Universcience, c'est l'ex, la fusion enfin, la de nouvelle. la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte. Voilà, donc il y a des ministres de tutelle qui s'occupent de ça. Bien Est-ce sûr. qu'ils y comprennent quelque chose? J'imagine qu'il y en a au moins deux, celui de la recherche et puis celui de l'industrie. Vous dites les politiques comprennent rien, donc il va falloir nous redire que vos deux ministres de tutelle comprennent rien. Alors, je leur ai Vous pas les dit ça, briefez? mais Vous non, avez- ils n'ont même pas demandé. C'est vrai? encore. Ils vous ont pas demandé? Mais non, et j'espère qu'ils vont lire mon livre. Si j'ai écrit avec Fabrice Papillon ce bouquin, c'est justement pour dire attention, le secteur qui est en train de s'ouvrir est beaucoup plus important que le génie génétique, le clonage, les OGM dont on parle partout, les nanotechnologies. C'est tout ça à la fois. Et donc, il faut regarder, il faut à la fois s'en servir à des fins positives, mais attention, aux fins négatives, il va falloir contrôler, éduquer, former. C'est ce qu'on fait à Universcience. Vous savez que le ministre de l'Industrie et de la Recherche regarde régulièrement Parlons Net. Quel est le message que vous voulez leur adresser s'ils lisent pas le livre? Ah ben, s'ils lisent pas le livre, c'est de venir à la Cité des Sciences, participer à un petit séminaire. Je me ferai un plaisir de leur expliquer avec des diapos, du PowerPoint et des films quel est l'enjeu de cette nouvelle science qu'on appelle la biologie de synthèse. Chloé. Moi, j'ai été tout à fait saisie à la lecture de votre livre et de ces multiples scénarios. Je ne pensais pas, pour être tout à fait honnête, qu'on en était là. Vraiment pas. Même pas 2018, ou même ce que vous racontez du présent, je l'ignorais. Est-ce que vous parlez beaucoup de chimères dans votre livre? Est-ce que les chimères, elles ont évolué récemment? Est-ce qu'il y a ce qui faisait objet de chimères il y a 10 ans, c'est complètement dépassé? Maintenant, ça évolue à quelle rapidité? Alors, c'est un peu différent parce que les chimères, on les fait déjà sans biologie de synthèse. Ouais. C'est-à-dire en accrochant des organes aux uns aux autres, en modifiant des œufs fécondés pour qu'ils aillent dans une direction plutôt que dans une autre. Ça se fait depuis 20 ou 30 ans. Par exemple, je vous donne un cas très précis qui intéresse beaucoup les gens, c'est que la salamandre, par exemple, si vous lui coupez les pattes et lui coupez la queue, elle régénère avec les tendons, avec les os, etc. Or, on a fait des salamandres vert fluo. Pourquoi? Parce que les morceaux qu'on remet ailleurs, on veut voir quel est le devenir de ces cellules. Donc, on est très avancé sur les chimères. Mais ce qui m'inquiète, moi, et j'en parle dans le livre, ce sont des chimères qui résultent d'une cellule embryonnaire, comme je viens de le dire, modifiée par biologie de synthèse, c'est-à-dire dans laquelle on a introduit un programme pour faire tout à fait autre chose que ce que cet organisme vivant fait normalement. Alors, reposer dans des termes peut-être plus profanes, on fantasme sur quoi maintenant? Ces gens-là, ces biohackers, ils fantasment sur quoi? Ils veulent aller où? Alors je pense que d'abord, ils fantasment sur la fabrication de produits utiles à la santé, à des tests diagnostiques beaucoup plus rapides et beaucoup moins coûteux. Par exemple, des produits antipaludéens qui vont toucher 200 millions de personnes dans le monde et qui vont coûter quelques centimes d'euros au lieu de coûter des dizaines d'euros par la biologie de synthèse. C'est ce que fait Jay Kissling avec 50 millions de dollars mis par la fondation Bill Gates. Donc les gens fantasment sur d'abord essayer de faire des trucs utiles, médicaments, diagnostics, énergie, produits de dépollution de l'environnement, etc. Mais aussi, on ne peut pas s'empêcher de fantasmer sur la créativité et l'innovation. Et donc, il y a des gens qui pensent faire des expériences un petit peu limites, comme celles que je décris dans le prologue.
parce que c'est intéressant de voir si on y est arrivé. C'est comme de créer un logiciel et de voir, c'est la preuve par l'expérience, the proof of the concept, comme on dit. Pour voir Mais déjà, en lisant votre livre, vous parlez d'un appareil, l'orgasmastron. Hein, c'est ça, oui, ça, donc on est déjà dans le l'orgasmatron. loisir. Là, on imagine l'univers potache. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce Alors, que, bon, alors, c'est vous l'avez pas suffisamment détaillé Bon. à mon goût. Alors, je vais vous dire, ça vous intéresse beaucoup, l'orgasmatron. Ça m'a l'air. Bon, non, alors, on va aller un peu plus loin dans le livre. Il y a toute une partie sur la biologie de synthèse, ses applications positives et négatives, les scénarios catastrophes. Puis il y a toute une autre partie qui sont les hybrides biologiques, mécaniques, électroniques. Donc, je dis que la vie artificielle, c'est pas la vie telle qu'elle est, protéines, ADN, sang, mais une vie telle qu'elle pourrait être. C'est-à-dire inventer une vie qui n'est pas seulement ce que nous sommes, mais avec des implants électroniques, des implants robotiques, des bras robotiques, etc. Et c'est dans ce chapitre que je décris la découverte étonnante d'un professeur américain qui a mis des électrodes pour traiter la douleur chez une femme qui avait très mal au dos. Et elle lui a dit, docteur, c'est extraordinaire ce que vous faites. Et, dites à mon mari comment vous faites. Et elle avait orgasme sur orgasme. Et parce qu'il avait touché un nerf. D'ailleurs, le nerf a un nom extraordinaire, ça s'appelle le nerf honteux. C'est vraiment dommage que ça s'appelle comme ça, pour quelque chose d'aussi positif que l'orgasme. Donc, le nerf honteux, si on le touche, alors ils ont inventé un appareil qui permet d'autostimuler. Et ça, c'est Super Jamie et Steve Austin. Oui, c'est ça, mais je parle de la bionique. Je parle aussi, parce que je refais un peu toute l'historique. Je parle des alchimistes, je parle de Monod et Jacob, de la biologie moléculaire. Après avoir parlé de la biologie de synthèse dès le début, pour donner aux gens le choc de ce que c'est, je reviens un peu dans l'histoire. Et je finis sur la robotique, la bionique. Écoutez, il y a un type quand même, qui s'appelle Miguel Nicolelis, à l'université de Durham, en North Carolina, qui a mis des électrodes dans le cerveau d'un singe. Ce singe a le bras bloqué par une sangle, mais il communique par Internet avec un bras robotique au MIT, c'est-à-dire à 1000 km de là. Ce singe voit sur un écran des tablettes Mars et des bananes. Il en veut, mais il ne peut pas bouger son bras. Donc il y pense, l'information s'en va sur Internet, et au MIT, le bras robotique prend les bananes et les tablettes Mars et les amène, malheureusement pour le singe, devant la C'est caméra. ce que vous avez appelé le web 5.0, c'est ça? Le web je vois que symbiotique. vous avez fait ce qu'on appelle le symbionette. Symbionette, ouais. Alors pendant que je faisais cette conférence, d'ailleurs c'est très drôle pour Twitter, quand je faisais cette conférence sur TEDx, parce que TEDx invite les gens en 12 minutes à dire un sujet, on n'a pas de texte, on a 2 micros. Bon. Et je dis, voilà, pour moi l'avenir c'est le web 5.0, c'est-à-dire le web symbiotique, où on ne va pas communiquer avec les doigts ou avec les gestes ou avec les yeux, on va communiquer avec le corps dans un environnement qui va vous détecter. Et j'appelle ça le symbionette. Les gens étaient en train de tweeter comme des fous en disant, mais symbionette, il est fou de René, est-ce qu'il l'a déposé? Et à la fin de mon topo, il y avait symbionette.net, symbionette.org, symbionette.org, tout était déposé. Pour vous dire la puissance de Twitter, mais ça vous le savez déjà, mon cher David. Et ce qui est juste marrant, c'est qu'on parle depuis qu'il y a le web 2.0, c'est-à-dire en 2004, on parle forcément du web 3.0, nouveau fantasme, et on parle de web sémantique qui n'est pour l'instant jamais arrivé. Oui, c'est vrai. Il y a le web 4.0, réalité augmentée, qu'on ne voit pas venir. Si, qu'on ça, annonce. ça y est. Non, Bon, ça y est. elle est plus avancée, mais alors pourquoi le 4 est plus avancé que le 3? Alors je vais vous dire. D'abord, Et qu'est-ce que c'est le 5 par rapport au 3 qui n'arrivera jamais? bonne question. C'est un peu bizarre, tout ça. Oublions les numéros. Le D'accord. 6, le 7, C'était le pour 8. faire Web parler X, le ouais, 5.0. absolument. Oublions les numéros. Non, c'est vrai que le 1 et le 2, on sait. Le web pyramidal qui diffuse vers les gens, ils sont passifs. Le web 2.0, c'est le web participatif, c'est les consommateurs, c'est user-generated content, on sait ce que c'est. Le 3, vous avez raison, c'est normalement le web sémantique, c'est le truc de Tim Berners-Lee. On n'y est pas encore. Le 4, moi j'ai créé un terme il y a maintenant 5 ans, vous l'avez peut-être lu, c'est l'environnement cliquable. J'ai dit, on va vers des environnements dans lesquels on va cliquer avec un outil qui est un portable. Il va reconnaître des petits flashcodes dans les affiches ou des systèmes qui lui permettent de s'orienter. C'est déjà la Wii d'ailleurs. La console Wii, c'est un peu ça. Voilà, c'est déjà parce que ces outils sont équipés d'un GPS, ils savent où ils sont, d'une centrale à inertie, ils savent ce qui bouge, et d'une boussole. Donc ces 3 outils permettent de cliquer dans l'environnement. Et ce mot, l'environnement cliquable, est devenu beaucoup plus noble, la réalité augmentée. Donc pour moi, ça c'est le 4.0. Et moi, je vais plus loin. Je dis qu'on n'ira pas sur le web dans 10 ans, on sera dans le web en permanence parce que les pièces, un restaurant, une gare, un aéroport, un studio, seront dotées de puces dans les murs, même de puces de reconnaissance des gestes, comme le oui, ou des yeux, ou des visages des gens, comme Minority Report avec Tom Cruise, ça fout la trouille, on reconnaît ses yeux, mais on y va. Et c'est pour ça que j'ai voulu, encore une fois, puisque mon rôle de prospectiviste, c'est de donner un petit peu des signaux en avance pour qu'on se prépare à ce qui arrive, j'ai parlé du symbionette. Alors, comment jugent les futurologues? Parce qu'en fait, les économistes, par exemple, on leur a reproché de ne pas avoir vu venir la crise de 2008. Parce que les gens font de l'extrapolation linéaire, mon ami. Les futurologues se trompent tout le temps, non? Mais pas non, le mais principe pas du du tout. Bah, futurologue, écoutez, non? lisez le macroscope, 1975.
C'est vous qui avez écrit ça? Oui. D'accord. Lisez le Macroscope Par 1960, je exemple, prédis le réchauffement climatique, le téléphone Il y a portable. 15 ans, les vous parliez biotechnologies. je crois, de l'homme symbiotique, le symbionte. Mais je sais pas à quel horizon vous le mettiez, mais pour l'instant, on l'a Ben, pas on vu y est lire dedans, encore. on est en train de rentrer On dedans. est déjà dedans? Non, le symbionte, c'est un organisme planétaire. Alors, c'est la fin du bouquin, donc vous me faites aller à la fin du bouquin. Alors, je l'ai baptisé le MOP, le macro-organisme planétaire. Je dis qu'avec les réseaux, j'ai écrit en 86 un livre qui s'appelait Le cerveau planétaire. Donc, je redis qu'avec les réseaux, les systèmes métaboliques qui échangent de l'énergie, de la finance, le monde se constitue comme une espèce d'organisme vivant. Et j'avais créé ce mot à l'époque, sybionte, qui vient de cybernétique et bios de biologie. Je continue à penser, et maintenant dans le monde entier, il y a des chercheurs qui vont dans ce sens, qu'on est en train de construire sans plan, sans savoir où on va, un macro-organisme dont nous sommes les cellules, ou les neurones, mais où que la politique, l'idéologie, le marketing ou la religion ne suffisent pas à nous expliquer où nous allons. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mes bouquins. Fondons-nous sur la science pour comprendre comment la complexité donne naissance à des trucs pareils pour éviter qu'ils nous retombent dessus. On va clore cette partie sur la vie créée par une question. Quels sont, si on compare la France et les États-Unis, les deux pays les mieux armés pour répondre sur le plan éthique aux questions qui sont posées par votre livre et par ses développements scientifiques? C'est intéressant votre question parce que Merci. c'est très complémentaire, David. C'est très complémentaire. L'Amérique, elle essaye tout. Elle part dans tous les sens. Et the proof of the experience, la preuve par expérience. Et ensuite, on se met à réfléchir. On se dit, est-ce il faut y aller, pas y aller. En Europe et en France, et tant mieux, on a une vision éthique, morale, philosophique, sociale, sociologique. C'est comme le début d'Internet. Quand Internet est arrivé, les Américains ont tout lancé partout. Et les Français ont dit, attention, ce truc-là, il faut quand même regarder la vie privée, les inégalités entre les gens. Donc moi, je pense que ces deux approches sont très complémentaires. Et dans le livre, j'ai un chapitre, un gros chapitre, hein, presque un sixième du livre, qui est consacré au problème éthique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter ça tout de suite? Est-ce qu'il faut au contraire réfléchir à mieux rendre les gens responsables? C'est la voie qu'on a choisie à Universcience ou dans ses livres, en expliquant, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut un moratoire? Ça veut dire qu'il faut faire de la pédagogie? Ça veut dire quoi? Les deux. Alors, les scientifiques prêchent, beaucoup de scientifiques français prêchent pour un moratoire, comme Asilomar, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le génie génétique, il y a eu Asilomar, mais qui a... Et le risque, c'est qu'on perde du temps Alors, par c'est le risque... rapport aux alors, Britanniques, par rapport, alors- ne serait-ce qu'à l'échelle européenne? Le risque, c'est qu'on gèle les choses. On les gèle en allant trop loin dans le moratoire. Donc il faut un moratoire semi-ouvert, c'est pas évident. Et les industriels vont commencer à pousser derrière en voyant les applications qui naissent. Donc il va y avoir un conflit entre ceux qui veulent réfléchir avant d'y aller et ceux qui veulent y aller pour le profit. C'est toujours la même histoire. En dehors de votre casquette Cité des sciences, conseiller pour les pouvoirs publics, vous trouvez qu'on est crypto-éthique en France? Qu'on est sur un, comme on dit de nous, crypto-marxistes? Qu'on est sur des vieux combats et des vieilles rigidités, des vieilles raideurs? Non. Moi, franchement, je pense qu'on a raison d'aller au fond de ces questions éthiques, politiques, sociologiques, philosophiques. On a raison. C'est notre tradition des Lumières et il faut y aller. À l'époque, je vais vous faire une boutade. Quand les gens me disaient, tout au début, j'ai participé au début d'Internet puisque j'ai commencé en 74. On va en parler tout à l'heure. Voilà, 74 au MIT. Au début, les gens me disaient, mais la France a pris du retard sur Internet. On est complètement en retard. Je dis non, la France n'est pas en retard, elle prend du recul. Bon, c'est une boutade, mais c'est pour dire que nous, on aime voir les choses à distance et les contextualiser. Mais dans un monde aussi mondialisé et avec surtout les tout petits moyens qu'il faut pour produire ces innovations, on aura toujours des paradis bio qui contre... La France, elle peut avoir sa position éthique, les États-Unis aussi, mais c'est encore pire que le phénomène de la finance mondialisée. Vous aurez partout, ça se passera sous des paradis palmiers ou éthiques. ailleurs, des paradis éthiques ou des paradis bio, où là, des docteurs Folamour pourront faire absolument tout ce qu'ils veulent. Donc la problématique éthique aujourd'hui, elle est mondialisée, plus que morale. À la limite, c'est... Tant pis si c'est la morale américaine qui gagne dans la réglementation, dans ce qu'on peut faire, puisqu'il y a au moins un embryon de morale, d'éthique, tandis que voilà, vous aurez toujours un type derrière un écran d'ordinateur qui produit Très absolument juste. ce qu'il veut sans aucune législation. Absolument. Regardez quand même que la bioéthique en France a fait des progrès énormes, notamment pour la procréation assistée. Les procréations in vitro et les mères porteuses, où grâce aux propositions des comités d'éthique français, on a été très en avance. La France est en avance là-dessus. Il y a eu des législations, ça a été appliqué. Bon, maintenant, le monde s'est un peu équilibré autour de ces législations. Pour ce que vous dites, il va évidemment se passer des espèces de havres pour certains de fabriquer n'importe quoi. Mais donc, seule une conscience mondiale de ces risques et de ces problèmes, qui, je pense, va venir par les réseaux dont on parle, et notamment les réseaux sociaux, et les réseaux interactifs, l'intelligence. Moi, je parle
de l'intelligence connective, de l'intelligence collaborative et de l'intelligence collective. Il y a 3 étapes, on en reparlera sûrement. On est dans l'intelligence connective aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'intelligence collective. Mais c'est le seul moyen d'échapper aux catastrophes que vous prédisez en disant il va y avoir des espèces d'oasis de gens qui vont faire n'importe quoi. Ça va arriver. On passe au vieillissement, ce qui est exactement la même question, mais prise par un autre bout de la vie, finalement, la fin. Alors, la clé d'entrée, évidemment, dans ces réflexions sur le vieillissement, ça peut être dans l'actu, les retraites. D'après vous, dans le débat que nous avons en ce moment sur les retraites, le débat que le gouvernement a avec les Français, avec les organisations syndicales, avec le MEDEF, est-ce que tous les paramètres, justement, du vieillissement de la population, l'allongement de la durée du travail, sont pris en compte, selon vous ? Pas suffisamment. Ils les prennent en compte, mais la politique prend le dessus. Moi, je vais prendre la biologie. Je vais prendre le côté biologique. Statistique officielle de l'INSEE. En France, on gagne un trimestre d'espérance de vie par an. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a gagné 4 ans d'espérance de vie. Donc, entre 2000 et 2010, on a gagné 4 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, la moyenne officielle, mars 2010 de l'INSEE, c'est 77 ans d'espérance de vie pour les hommes, 84 ans d'espérance de vie pour les femmes, ce qui fait une moyenne de 80,5 ans pour les deux. Ce qui veut dire que quand on partait à la retraite à 60 ans, il y a 50 ans, on avait 5 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, si on part à la retraite à 60 ans, une femme a 28 ans d'espérance de vie. 24 ans d'espérance de vie. Donc, premièrement, ça a changé. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est sur le plan biologique, je parle toujours du plan biologique, c'est que les gens qui ont une activité, quelle qu'elle soit, un travail, une association, un hobby, et on l'a vu sur les études des centenaires, ont, par un phénomène qu'on appelle l'épigénèse, je pourrais vous expliquer ce que c'est en détail, agissent sur leurs gènes. C'est-à-dire, la grande découverte de ces 20 dernières années, c'est que le comportement humain, nutrition, exercice, management du stress, activité, intérêt dans ce qu'on fait, plaisir, réseau social, tout ça ensemble, maintient ce qu'on appelle l'homéostasie, excusez-moi d'employer des termes un peu scientifiques, mais un état d'équilibre de santé et de ralentissement du vieillissement qui fait qu'on vieillit plus jeune, on vit plus vieux, ça n'a aucun intérêt, on vieillit plus jeune et on est en meilleure santé. Donc ça, c'est l'activité intellectuelle et l'activité physique. Donc on ne prend pas du tout ces paramètres en compte. En Suède, par exemple, je vais vous donner un chiffre qui est archi connu, en Suède, vous avez 62% des gens dans la tranche 60-64 ans qui travaillent. 62%. En France, 15%. La France est le pays de toute l'Europe où les retraités sont les plus jeunes et où on travaille le moins. Alors, c'est sûr qu'on peut choisir. Il y a des gens qui peuvent choisir dans des entreprises d'aller jusqu'à 70 ans. Dans des grandes administrations publiques, maintenant, on peut aller jusqu'à 75 ans. Il y a aussi le travail-emploi, retraite-emploi. Mais on ne tient pas assez compte des paramètres biologiques. Si vous voulez en savoir plus et que nos chers politiques en sachent plus, eh bien, il faut qu'ils lisent le livre que j'ai écrit avec Jean-Louis Servan-Schreiber et François de Closet, qui s'appelle « Une vie en plus », c'est sur mon site web de rené.com. « Une vie en plus, la longévité, pourquoi faire ?» Moi, je parle de ce que je viens de vous dire en plus de détails. Jean-Louis Servan-Schreiber parle de la psychologie du vieillissement et de l'importance d'avoir une activité intellectuelle. Et François de Closet, lui, parle des problèmes économiques, ce qu'il appelle la bombe démographique. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces vieux en bonne santé? Vous dites quoi à Éric Woerth aujourd'hui dans sa négociation avec les partenaires sociaux? Quels conseils vous lui donnez? Je ne donne pas de conseils aux politiques. Je suis un scientifique, un technologue, un prospectiviste. Ils n'ont qu'à lire mes livres. Romain Gubert. Ce que vous dites est séduisant. Le problème, c'est que effectivement, c'est très bien quand on est journaliste, quand on écrit des livres, de dire ouais, il faut continuer à travailler jusqu'à 80 ans. Mais quand vous avez des métiers pénibles, et là, pardon, mais légitimement, je me fais l'avocat de ce que disent les syndicats. On peut, oui, mais il y a des travaux qui sont extrêmement pénibles, qui fatiguent, qui stressent, qui tuent, ou qui, en tout cas, sont plus générateurs de pathologies que de bien-être. Bien sûr, si on est derrière un écran d'ordinateur à faire des choses passionnantes, à faire de la prospective, oui, on a envie de travailler jusqu'à 90 ans, et c'est tant mieux. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de mal. Mais quand on fait un métier pénible, fatigant, mal rémunéré, le travail n'est pas aussi formidable que ce que vous décriviez, de ce que vous décrivez. Vous avez raison. C'est un paramètre à prendre en compte, la pénibilité donc, il y a du travail. une fracture démocratique autour de la retraite. Et donc, la pénibilité une fracture de classe, oui, si vous voulez, mais la pénibilité du travail est un élément à prendre en compte et il est pris en compte dans les discussions actuelles. Une autre question. Dans ces discussions, on dit
On va travailler de plus en plus tard et ceux qui ne veulent pas disent de toute façon il n'y a plus de travail entre 55 ans et 65. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il n'y a pas un immense business de la vieillesse, de l'allongement de la vie, de la prise en charge qui pourrait créer des Alors emplois? ça commence depuis une dizaine d'années en France et bien plus avant dans le monde. J'ai parlé de la Suède tout à l'heure, je peux aussi parler de l'Allemagne. Je peux aussi parler du fait que beaucoup de pays ont la retraite à 65 ans, que en Angleterre, la tranche des 60-64 ans, il y a 57% des gens qui travaillent. Bon, tout ceci existe. La question est que progressivement, les pouvoirs publics font des efforts pour permettre aux seniors d'être mieux considérés dans l'entreprise, que le travail soit adapté aux yeux, à la lenteur de certains travaux. On fait une grande campagne pour que les seniors trouvent du travail dans l'entreprise et même en dehors de l'entreprise, dans des créations de petites entreprises pour eux. Donc l'effort se fait et il progresse. Parce que, comme je l'ai dit, quelqu'un de 70 ans aujourd'hui est comme quelqu'un de 50 ans il y a 50 ans. Ça a changé complètement, physiquement et intellectuellement. Donc, des efforts sont faits, pas suffisamment. Et ce que l'on ne dit pas assez, et ça, les études statistiques mondiales de l'OCDE le montrent, c'est que plus les vieux travaillent, on dit que ça crée moins d'emplois pour les jeunes, parce qu'ils piquent la place des jeunes qui montent. Ça, c'est une vision malthusienne de l'emploi comme un gâteau dans lequel il y a des tranches qu'on coupe et le gâteau a toujours la même taille. Mais les études de l'OCDE montrent que si les personnes âgées, les seniors, pardon, disons pas les vieux, les seniors travaillent, ils créent des flux économiques qui, en amont, créent des poches d'emploi pour les plus jeunes. Et nous, on le voit. Moi, je ne vais pas me prendre en exemple parce que vraiment, je n'ai pas fait un exemple à une statistique, mais j'ai largement passé 70 ans. Je travaille beaucoup et je crée toute une série d'activités qui génèrent des emplois pour des tas de jeunes, à la fois sur le plan éducatif, Internet, économique, etc. Bon, alors, prenons pas un exemple. C'est Vous n'êtes pas très représentatif. C'est pas du tout représentatif, mais c'est représentatif statistiquement du fait que les personnes âgées au travail créent des flux économiques qui, en amont, peuvent ouvrir des poches nouvelles d'emplois. Est-ce que quelle place ça a dans la recherche, les expériences, ce dont on parlait tout à l'heure? Quelle place ça a, je sais pas, la vie éternelle, vivre jusqu'à 120 ans, mourir à 135 ans c'est quelque chose qui est prégnant? D'abord, je vais répondre aussi, puisqu'on parlait des gens âgés. Les meilleurs profs qu'on a pu avoir dans les grandes universités avaient souvent 75, 80, 80, 90 ans. Linus Pauling enseignait à des amphis de 400 personnes à 90 ans. Donc, ça peut continuer assez loin. Mais alors, dans le livre... C'est le charisme, ça. Ça, c'est le charisme, la pédagogie, la capacité à tenir en haleine un amphi de 500 étudiants et à leur donner de l'espoir pour l'avenir. Ça, c'est autre chose. Reprenons votre question qui nous ramène au livre « Et l'homme créa la vie », dans lequel j'ai un long passage sur ce qu'on appelle les transhumanistes. Je suis très réservé sur les transhumanistes, très réservé. Qu'est-ce qu'ils disent? J'en cite deux dans le livre. Aubrey de Grey, un Anglais, et Ray Kurzweil, un Américain. Ray Kurzweil dit cette phrase dans le livre. Il a 57 ans. Il dit, si je continue comme je suis, avec le régime que je fais, les vitamines, les oméga 3, le sport, pendant encore 20 ans, I will never die. Je ne mourrai jamais. Parce que les progrès de la biologie ces 20 dernières années ont été tels que ceux des 20 prochaines années permettront de ne pas mourir. Donc les transhumanistes croient à l'immortalité. Moi, je pense que c'est quelque chose d'effroyable parce que ça crée des inégalités entre les gens. Ça empêche de recycler tous les matériaux dont la vie a besoin pour renaître et se redévelopper. Mais il y a des gens qui pensent sérieusement à ça. Maintenant, pour être plus sérieux et plus court, c'est de dire que l'espérance de vie vue par les biologistes mondiaux, c'est 120 à 140 ans. On meurt prématurément à 80 ans, comme je l'ai dit. C'est 120 à 140 ans. Voilà. On peut faire le pari qu'on va vivre 140 ans. Une petite fille qui naît aujourd'hui a une chance sur deux d'être centenaire. Alors, vous ne naissez pas en 2010, Joël de René, mais vous souhaitez de vivre moi, je fais le pari que je vais vivre... Vous pensez quoi? Vous voyez vieillir comment? Je vais faire rigoler, mais je le dis là officiellement, et à la télé et à la radio. Moi, je fais le pari que je vais vivre, disons, 120 ou 130 ans. Je fais le pari. Vous le souhaitez? Absolument. Je fais le pari que je vais vivre 120 ou 130 ans, peut-être 140. Ça veut dire que je suis à peu près à la moitié de ma vie. Et donc, j'ai des projets pour les 70 années à venir. J'ai des projets formidables. De deux choses l'une, c'est comme le pari de Pascal. Ou bien je meurs demain matin avec tous mes projets, ou bien je continue à vivre et je l'ai fait. Mais il faut vous abattre immédiatement. Mais Vous oui. allez vider, vous allez creuser le déficit des retraites encore plus. On va bosser, nous, jusqu'à 90 ans vous taxer pour que vous fassiez du surf. Est-ce que ça nous Excusez-moi, arrangerait c'est un que vous langage soyez très violent, mais- imposable, en fait, si vous vivez encore 70 Mais ans? vous aussi. Mais vous faites quand même une Vous croix pouvez là aussi, sur vous aussi. ce qu'on appelle la dépendance. Les dernières années de la vie sont... Mais qu'est-ce qui Pardon, vous dit on Mais souhaite à qu'est-ce- tout le monde de Non, mais, vivre bien, vous avez jeune vu- et bien portant jusqu'au dernier jour. Mais il y a vous quand avez même vu des les choses courbes- assez vous tragiques. Vous avez vu les courbes démographiques
graphiques, les démographes appellent les courbes carrées. Vous savez, c'est qu'une courbe carrée. Vous avez eu des courbes qui descendaient comme ça à cause de la mortalité infantile. Puis ensuite, elles ont eu un bump, elles ont une petite bosse comme ça. Donc ça veut dire qu'il y avait 80% des gens qui vivaient jusqu'à 50 ans. Et puis maintenant, les courbes sont comme ça et elles vont être comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% des femmes de 80 ans vivent. Donc on va mourir vite et en bonne santé, en gros. Donc bien sûr qu'il y aura de la dépendance. Mais la démographie est en train de changer complètement. Vite et en bonne santé, ça veut dire qu'on pourra se faire débrancher? Ah, ça, c'est une autre question importante. C'est ça, vite et en bonne santé, moi, je c'est pense... ça. Enfin, ça, C'est-à-dire qu'en 2040, on débranche Joël, quoi. C'est où je me demande, dans mon Jacques Monod, que j'admire, qui était mon maître à l'Institut Pasteur, avait porté toujours sur lui, avec sa carte d'identité, un petit document qui était glissé dedans, qui disait ce qu'il voulait faire en cas où il serait complètement impotent ou hyper dépendant, et ce qu'il voudrait qu'on fasse de lui. Voilà. Moi, je pense que ce sera un droit que nous aurons à dire je veux qu'on débranche, je veux m'arrêter. Et le droit de se dire si on vit 140 ans ou 150, j'en sais rien, le choix sera de dire bon, j'arrête maintenant. Voilà. Et comment j'arrête? C'est effrayant. C'est effrayant. Est-ce que vous savez qu'il y a dans ces questions de retraite, et notamment avec ces vieux qui vivent de plus en plus longtemps pour certains, et parfois dans d'excellentes conditions pour une petite minorité, est-ce que vous n'avez pas entendu parler du gap générationnel avec des générations qui s'opposent? C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas eu la même jeunesse, la même réussite et qui n'auront pas la même retraite que les aînés, leur en veulent, et justement une espèce de clivage entre ceux qui vivent vieux et puis ceux qui triment, et ceux qui triment ayant envie de zigouiller la génération d'après. Absolument, ça existe, et ça existe dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire des vieux qui ont le pouvoir, qui veulent absolument pas que les jeunes montent prendre leur pouvoir, donc ils établissent toute une série de barrières qu'on connaît bien. Et en général, c'est des vieux qui ont eu le temps d'accumuler de l'argent et de faire fructifier leur capital. Donc on va vers une opposition entre des vieux riches qui tiennent à leur pouvoir et des jeunes montants qui se voient bloqués. Et dans quelle catégorie vous êtes, vous? Moi, je sais pas, j'en sais rien. J'essaye de vivre, de survivre et surtout de donner aux autres. Vous êtes un vieux qui fait du surf, donc un vieux jeune. Ah, je suis un tonton surfeur. Tonton surfeur. Nous rebondissait tout à l'heure sur la dimension de classe dont vous preniez pas tellement, que vous embrassiez pas tellement. Vous n'avez pas l'impression de vivre dans une bulle? Non, pas du tout, parce que je vois ces idées passer de plus en plus dans toutes les couches de la société, chez les femmes, beaucoup. Tout ce qu'on disait sur la nourriture bio, l'exercice, le management du corps, la prévention, étaient des idées qui paraissaient élitistes, dans une bulle. Et la prévention est en train de devenir le grand sujet de la bonne santé. J'ai parlé tout à l'heure d'épigénèse. Je dis quand même un mot de ce que c'est, parce que c'est encore comme la biologie de synthèse, un mot totalement inconnu par nos chers... bon. Donc, l'épigénèse, c'est quoi? Épi, ça veut dire après, c'est comme épiphénomène. C'est le fait que le comportement humain, animal ou végétal peut ouvrir ou fermer des gènes. C'est-à-dire, le comportement contribue à la modulation de l'expression des gènes. Il ne change pas le code génétique, ce n'est pas une mutation, mais il contribue à la modulation. Par exemple, je donne l'exemple des abeilles. Vous prenez des larves d'abeilles, elles ont toutes le même génome, exactement pareil, mais vous donnez à manger de la gelée royale à certaines larves, elles deviennent des reines. Donc certains gènes qui étaient endormis, cachés, se réveillent. Et donc, je finis là-dessus, ça veut dire que vous, votre comportement, si vous fumez ou fumez pas, vous faites de l'exercice, faites pas d'exercice, vous mangez que des graisses ou pas des graisses, vous mangez bio, vous mangez des fruits, des légumes, etc. Votre comportement, plus le management du stress, va avoir une influence sur l'ouverture de certains gènes et le maintien de la bonne santé, et donc ralentir le vieillissement. Et ça, maintenant, ces idées-là passent de plus en plus dans des publics très différents. J'entends ce que vous dites. Quand je parlais de bulle, c'était aussi une bulle en termes économiques, de niveau de vie. Parce que les générations dont parlait David tout de suite, en disant est-ce qu'il n'y a pas deux générations qui s'opposent, c'est aussi la génération d'après ou celle d'après-après. C'est aussi des générations qui ont un sentiment de déclassement, par exemple. Oui. Et ça, c'est une donnée qui ne va pas s'inverser tout de suite, a priori. On est plutôt sur une tendance au long cours. Est-ce qu'on n'a pas des vieux riches qui peut-être ont tellement bien managé leur stress, oui, mais ceux qui vont arriver, qui vont devenir seniors bientôt, ils auront tellement bien managé leur stress qu'en plus ils vont être immortels, quasi immortels. Non, mais vivre très vieux ou vieillir jeune, oui. Non, et ceux d'après qui auront eu pas des boulots très stressants, pas des boulots, c'est pas l'usine, notre génération, c'est pas l'usine. Mais avec ce sentiment de déclassement, cette incapacité à atteindre un certain niveau de vie, ça servira à quoi ? Ça va accroître les inégalités. D'une génération à l'autre. De plusieurs générations entre elles.
On parle d'Internet ? Si vous voulez. Vous avez écrit il y a 6 ans un livre qui s'appelait La révolte du pronétariat. Donc la première question qu'on peut vous poser là-dessus, c'est a-t-elle eu lieu ? D'abord, en plein dedans, le pronétaire, c'est quelqu'un qui est pour et sur le net, c'est-à-dire nous. Et cette révolution, elle a eu lieu puisque les masses médias sont devenus les médias des masses. Et les masses médias, c'est le web 1.0, c'est-à-dire la télé, la radio, les grands journaux, la pub massive. Ça irrigue les gens passifs qui faisaient rien. Et c'était la domination de ce qu'on appelle aux États-Unis les vectorialistes, qui vous forcent à passer par leur fourche codine et vous mettre des standards obligatoires et des licences obligatoires. Et puis petit à petit est né, grâce aux pronétaires, à nous tous, le web 2.0, le contenu généré par les usagers, les blogs, les réseaux sociaux, les journaux citoyens, les wikis, le collaboratif, et ce qui met en conflit les médias des masses avec les masses médias. On le vit aujourd'hui. Alors on essaye de réglementer absolument tout, on fait des lois par-ci, des lois par-là, je ne vais pas rentrer dans les détails des lois sur la musique, mais la principale réaction des politiques et des industriels, c'est de contrôler, de réguler et de conserver leur pouvoir. Alors un petit questionnaire comme ça là. Adopi, pour ou contre ? Je ne réponds pas de manière aussi binaire et manichéenne. Vous êtes prudent. Non, c'est même pas de la prudence. Je trouve que c'est une vieille fausse question. L'anonymat. Pour ou contre. L'anonymat de qui? En général, sur Des le blogueurs. net, il faut réfléchir. Ça vaut vraiment la peine. Je trouve qu'il y a des trolls, par exemple, qui sont extrêmement nuisibles dans plusieurs de journaux représentés ici et qui ont plusieurs adresses IP en même temps et dont le seul but, c'est de détruire une structure pour se faire connaître en tant que troll puissant. Et alors, je vais me faire attraper évidemment par tous les trolls, ça c'est sûr que je vais me faire engueuler, mais je pense que certains d'entre eux vont trop loin. Le bilan d'Agoravox. Le bilan est très positif sur le plan du modèle. C'est un modèle qui était le premier à créer du journalisme citoyen en France. On est parti sur Oh My News, le coréen. On a 1 200 000 lecteurs d'après le Google et 550 000 d'après Médiamétrie. Plus on a tous les autres Vox, NaturaVox, SportVox, qui est maintenant devenu énorme, à 800 000. Donc on a 4,5 millions par mois de personnes. Et tous ces Vox ont constitué une sorte de famille qui est extraordinaire, elle marche toute seule. C'est-à-dire que les gens, on a 100 000 contributeurs, et ils s'automodèrent entre eux. Le problème pour moi d'Agoravox, ça a été lancé en 2005. On était en pleine utopie du web 2.0 qui venait d'arriver en gros vers 2003-2004. Donc on lance Agoravox, on dit c'est génial, on va faire un journal, on va pouvoir remplacer les journalistes par des journalistes citoyens. Donc ça c'est le modèle d'Agoravox. J'ai quand même l'impression qu'à partir de 2007, on s'est rendu compte quand même, quand on a commencé à lancer des sites d'infos comme Rue 89, qu'en fait, on ne peut pas faire que du participatif. Il faut garder des journalistes pour certifier. C'est-à-dire qu'il faut garder de toute façon un filtre journalistique. Oui. Donc quelque part, Agoravox a été à la fois un énorme espoir et une sorte de déception qui a finalement ramené le web 2.0 vers un journalisme plus traditionnel et finalement... Vous le dites très bien, Moi, je partage ça. J'ai jamais été de ceux qui ont dit ou écrit que le journaliste citoyen allait faire concurrence au journaliste traditionnel. J'ai toujours dit qu'il y avait une complémentarité essentielle entre l'un et l'autre, que d'ailleurs on voit dans des grands journaux comme New York Times, Business Week, où ils utilisent des blogueurs et des journalistes citoyens pour apporter de l'information. Vous utilisez toujours l'expression journaliste citoyen? Vous y croyez toujours en soi? Ou néo-journalisme, je ne sais pas trop. Mais ces gens-là, ils n'ont pas envie d'être journalistes? Mais je sais pas, ils sont des gens comme vous et moi, des gens qui sont... Bon, vous êtes journaliste, mais des gens qui sont des gens de la base, qui ont quelquefois des informations extrêmement compétentes. Mais c'est pas du journalisme. Je suis d'accord. Ce sont des témoins. Exactement. Sont des témoins. Vous prêchez une convertie. Voilà, mais pourquoi utiliser journalisme citoyen? Ça a dévoyé ce que vous faisiez. Vous avez 100% raison. Ce sont des témoins spontanés, ou des experts parfois. Parfois des experts qui en savent parfois plus qu'un journaliste professionnel. Mais Souvent. c'est vrai que le métier journalistique, ça s'apprend. La médiation journalistique, c'est essentiel. Moi, je suis 100% pour, mais je pense qu'il faut aussi laisser un peu l'exubérance de l'initiative et de la créativité des témoins s'exprimer. Et c'est ce que fait Agoravox. La créativité quand il y a, par exemple, des articles sur une autre version qui ne serait pas officielle du 11 septembre ou des papiers conspirationnistes. Est-ce que justement Agoravox n'a pas une fonction tribunicienne maintenant sur Peut-être. Non, mais il faut laisser la place aussi aux autres versions que les versions officielles. C'est ce qui s'appelait le journalisme d'investigation. Or, aujourd'hui, le journalisme d'investigation qui dit des choses que la version officielle ne dit pas, moi, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Alors, dites-moi que je me trompe, mais les vrais journalistes d'investigation, je ne vais pas citer des noms, on les connaît bien, de plus en plus, ils sont tellement attaqués et c'est devenu tellement risqué et tellement cher. Parce que pour des médias comme les vôtres, de payer quelqu'un pendant 1 an à faire un travail de journaliste d'investigation pour dire le contraire que ce que dit la vérité officielle, et il faut investir dedans, donc il faut y croire. Vous voyez le niveau de comparaison quand même. On part
des conspirationnistes qu'on connaît bien, qu'on croise tous les matins sur nos sites respectifs selon Il y en a les partout, périodes, hein, il y en a pas que sur C'est Agoravox. pour ça, c'est pas du tout le procès d'Agoravox. C'est juste, ces gens-là, on les identifie, ils sortent du bois assez vite sur certains terrains. On part de là et vous nous dites, oui, mais c'est comme le journalisme d'investigation, de déjouer la version officielle. Bon, Mais quoi? bah, les conspirationnistes, ils déjouent rien, en Mais non, fait, mais les ils conspirationnistes, fantasment. c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Mais pas du tout. Il y a Les des, il y a des- il y a versions des vraies officieuses du conspirations. Non, 11 mais septembre. attends, je parle pas du 11 septembre. Il y a des vraies conspirations dans le monde. Il y a des hommes politiques qui ont été assassinés par des conspirations. On les connaît. Les Brigades Rouges, Aldo Moro. Ah oui, d'accord. Mais ok. ce Non, dont, mais d'accord. ce dont Il y a- on parle, mais il y a nous, des vraies conspirations Bien qui ont sûr. assassiné des gens, qu'on a cachés. Est-ce que M. Boulin, il est mort normalement Ça, on est d'accord, bon, mais ça, c'est du- Voilà, mais ça existe. le journalisme d'investigation s'en empare. Ben voilà, on peut dire qu'il y a des conspirations politiques qui ont fait que des gens ont disparu, ont été assassinés politiquement parce qu'ils gênaient. D'accord, C'est on une ne parlait conspira- pas de la même Non, mais chose. c'est des conspirations. Donc ceux qui essayent de comprendre ce qui s'est passé dans les sous-sols de la politique et dans les couloirs de la politique sont des gens qui s'intéressent aux conspirations, au pluriel ou au complot. Mais Ça peut être des- excusez-moi, ça mais peut être des les profs. témoins, c'est pas là qu'ils vont. Mais non, Les mais je parle témoins, pas de ils vont cela. sur Non, le 11 attends, on a septembre. parlé. Moi, je m'en Ils fous vont, du ils 11 vont pas septembre. sur Robert Boulin. Bon, bah, peut-être ils vont aussi sur la mort de Kennedy ou sur le triangle des Bermudes ou sur les extraterrestres qui sont venus atterrir dans le bloc 55 aux États-Unis ou est-ce que les Américains n'ont jamais mis le pied sur la Lune? C'était un film fait en studio. Ils vont là-dessus. Mais ça veut dire, ce qui est... C'est Elvis Presley qui vit sur la Lune. Oui, Vous croyez, mais vous croyez autant à leur fonction d'alerte qu'à leur fonction de fabrication de sens? Parce que c'est ça la différence. L'idée, c'est de pouvoir les critiquer et de montrer qu'ils se trompent. Et ça, c'est une fonction journalistique. Ça, on est Bravo, d'accord. vous le faites. Tant mieux. Phénomène récent qui sont les apéros Facebook. Alors c'est devenu une espèce de marque déposée, l'apéro Facebook, dans les médias en tout cas. Quel regard vous portez sur ces phénomènes qui conduisent des milliers de gens via Facebook à se donner rendez-vous sur des grandes places pour y boire un petit coup au risque qu'il arrive ce qui peut arriver quand il y a des rassemblements de masse? Bah, j'ai deux commentaires. Un, ce sont des phénomènes transitoires. Et deux, c'est une manifestation de pouvoir. Avant eux, il y a eu les smart mobs. Vous vous souvenez, smart mobs? Les gens se envoyaient des SMS, ils ont rendez-vous à la place de la Concorde à 17h. Ils n'étaient pas 8000, mais ils étaient 300 ou 400. Ils se jetaient par terre, ils s'allongeaient, puis ils s'en allaient, après pris des photos avec leur appareil de photo. Bon, smart mobs, on n'en parle plus. Les foules, je te rappelle qui avait lancé ça, c'était Howard Rheingold. Maintenant, c'est beaucoup plus massif. Alors, pourquoi manifestation de pouvoir? Parce que c'est sûr que la génération Y, la NetGen ou les Digital Natives, vous appelez-les comme vous voudrez, ceux qui ont entre 13 et 18 ans, après c'est des vieux, 25 ans, c'est déjà plus la génération Y ou la NetGen. Mauvaise nouvelle, Vincent. Ce qui les c'est passionne, dur, là. c'est la critique des autorités. Les parents, les profs, les curés, les politiques, les maires, Mais il les faut voir que les préfets. apéros Facebook, c'est pas tant les Attendez, 13-18, c'est plutôt je les- finis mon les 25, énumération. Les maires, les préfets, la police, dès qu'ils peuvent mettre en critique cette autorité-là, pour eux, c'est une manifestation de leur pouvoir collectif. Donc c'est un embryon de manifestation de pouvoir. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse, Dites. parce qu'en fait, c'est plutôt une volonté de faire la fête ensemble Oui, ça aussi. et Ah oui. de Moi, contagier. j'ajoute. Mais regardez, si Non, mais vraiment, j'ajoute si le vraiment plaisir. cette génération-là pardon, voulait j'ai voulait oublié. contester l'ordre, il y aurait eu du monde à l'apéro du Champ de Mars à Paris. Qui a été Il y un avait flop. personne parce que c'était un apéro préfecture et non pas un apéro Facebook. Ouais, 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 Un ouais. apéro Parce que- non, mais convivial. vous avez raison, mon vieux. J'ai oublié de dire effectivement qu'il y a aussi le formidable plaisir de la convivialité, de la rencontre. Alors, c'est l'alcool, mais peut-être qu'ils vont inventer des nouvelles formes, pas de super apéro, mais de Après- super réunion où il va se passer quelque chose d'utile et de créatif. Il y a un Mais après, Rio vous avez Olympique raison, géant vous avez à raison, la jeunesse Guingamp. veut se compter. Par C'est- exemple. Vous avez raison, la jeunesse dans une ville, elle veut se compter. Et à Nantes, il y avait 10 000 jeunes. Et ben, c'est important. Mais c'est Dans très le rapport important. de force politique, Mais- c'est mais important. c'est Et c'est pour très, ça que le maire de très Nantes n'était pas important. content. Parce Alors, que voilà, ça joue bah, aussi. vous l'avez dit, je l'ai dit Oui, un et peu qui va avant. le Et vous récupérer l'avez aux prochaines élections. et parce qu'il vous- a- et vous il a l'avez dit compris, encore il mieux est que moi. dépassé aujourd'hui. Mais Mais, je- Vous Ce faites qui un est- ce qui- diagnostic de contre-pouvoir. Mais il a ça raison, aussi, hein, mais bien justement. sûr, mais c'est ce qu'il dit, je suis tout à fait en phase avec ce que vous venez de dire. Et j'ajouterais aussi à ça, c'est que les parents ou les profs ou les sociologues qui analysent ça en détail disent les jeunes se coupent complètement du monde réel, ils vivent dans un monde virtuel, ils papillonnent partout, ils sont sur SMS, sur MSN, sur Twitter, sur Facebook, ils comprennent plus, ils vont plus en profondeur. Et le contraire de ça, que montrent toutes les études sociologiques, c'est qu'ils ont envie de se rencontrer physiquement. C'est-à-dire que C'est une plus- sociabilité. voilà. Plus ils tweetent, plus ils sont en train d'inventer une nouvelle forme de solidarité, d'échange, avec des erreurs, avec des gaffes, notamment sur la vie privée, mais qui montre une nouvelle culture en train de naître. Voilà. Joël de René, je me trompe ou vous êtes
sur Twitter depuis assez peu de temps. Exactement, grâce à Tatiana, ma chère fille écrivaine bien connue, elle m'a dit, tu es complètement fou, un auteur scientifique comme toi, Mais- tu dois être sur Twitter. J'ai dit non, je veux pas, je suis pas Je sur, comprends pas, je Joël suis de pas sur René. Facebook. Et je suis sur Twitter Pourquoi depuis vous arrivez samedi. seulement maintenant? Parce que Et pourquoi c'est Tatiana? je suis pas sur Facebook. Je suis pas sur Facebook parce que j'ai déjà beaucoup de choses. J'ai mon site derené.com que je redis. J'ai 4 blogs avec des livres gratuits qui sont téléchargés par Oui, des c'est gens. vrai, La Révolte du Pronétariat, on Et peut le gratuit. télécharger gratuitement. 2020, les scénarios du futur est gratuit. Donc moi, je mets en pratique ce que je préconise dans la révolte du pronétariat, la démocratie participative. Vous pouvez télécharger mes livres gratuitement. Mes éditeurs m'ont donné leur OK. Et donc, je me suis mis sur Twitter samedi parce que Tatiana m'a dit, écoute, tu sors un bouquin. Et je suis stupéfait des résultats. Mais complètement stupéfait. J'ai lancé une espèce de bouteille à la mer. Je ne savais pas très bien rédiger parce qu'il y a 140 caractères. Je suis nul. Hein. C'est elle qui rédige ou c'est Non, vous? non, elle m'a fait mon site. Elle m'a dit, donne-moi une photo, donne-moi un password, je te fais ta page. Maintenant, j'ai ma page et je sais à peu près RT, je sais please retweet, ça je sais le faire. Je sais regarder les hâtes de René, c'est-à-dire les gens qui parlent de moi. On m'a même donné des logiciels qui permettent de suivre en temps réel ce que les gens disent dans une conf. Alors ça, ma prochaine conf que je fais samedi, samedi prochain, je vais avoir mon truc à côté parce que si les gens tweetent, je vais pouvoir me réadapter. Donc c'est prescripteur? Ça va, voilà. Et alors là où j'étais stupéfait, je vous le dis franchement, là ils tweetent sans arrêt, donc je vais pouvoir. C'est vrai, c'est la vérité. Voilà. Donc ce que je suis stupéfait, c'est que j'ai envoyé une espèce de bouteille à la mer en disant Craig Venter a déclaré qu'il avait créé la vie. Moi je pense que c'est pas vrai. Si vous, journalistes, vous êtes intéressés, contactez-moi pour savoir le nombre de trucs que j'ai. Vous êtes fou! Voilà, donc j'ai vu la puissance de ce truc-là. Quoi. Eh ben, on va se terminer en causant de Twitter. On termine l'émission. Je voulais vous donner le nombre de followers, c'est-à-dire de fans de Joël de René dans Twitter. Est-ce que je vais les trouver? Oui. Il y en a 341. Donc, à mon avis, En vous 2 pouvez jours, faire en mieux. samedi. Depuis c'est samedi en une dernier. semaine, c'est pas mal. Ça va, Pas ça encore va. un Twitter influent. puis, là, Je franchement. pense que ça va augmenter. Ouais, et puis avec la conférence de samedi, là, voilà, nous on va essayer de vous regarder Non, non, aussi. On va de vous RT, suivre, et on va vous voilà. RT alors. C'est surtout, RT. vous pouvez Je vais- compter sur je vais- Vincent Glade et J'y David suis- Abiker. J'y suis depuis samedi. Puis On est avec quoi, tous les aujourd'hui conspirationnistes, On est en une semaine, presque. Non, avec ça tous va. vos amis trolls, Ton vos casting de l'émission conspirationnistes, est assez et les important. gens d'Agoravox, vous allez être tweetés Ah, un il va y max. avoir là. du monde. À la question, est-ce qu'on peut s'arrêter C'est-à-dire De s'arrêter. dire, j'arrête Twitter. Qu'est-ce qu'on fait Ah ben, il y a des gens qui veulent dès lundi là arrêter Facebook. Ils sont 24 000. 0,03%. Non, mais si je vais arrêter... Oui, alors, mais je enfin, vous pose 24 000, une c'est question beaucoup, à quand vous, même. là, online. Non, mais voilà, il y a des gens qui public. disent on va quitter Si je vais Twitter. arrêter Twitter, est-ce que je peux faire un message aux gens en disant, ben voilà, j'étais très content de vous connaître, et puis maintenant, je pense que je vous reprendrai dans 6 mois. Ah Bien oui, ça doit être tout Mais à vous fait les possible. perdrez. Ou on peut geler. Non, mais ça fait rien, mais si vous voulez. Mais moi, je veux pas être tout le temps non plus Ah, vous dessus. pouvez, hein. Je vais prendre du temps. Vous de allez y recul. prendre goût. Je suis pour me débrancher. Voilà, je le dis devant les caméras. Il paraît que c'est les vacances Ouais, du il est futur. Attali a dit que les vacances du futur, ce sera la Je déconnexion. vais me débrancher. C'est comme être sur la liste rouge, prendre du temps, de perdre du temps pour investir du temps pour autre chose. En attendant de se débrancher, quand on aura 140 ans, Joël de René était Je fais du l'invité. surf jusqu'à 95 ans, après je me mettrai au golf. Ce sera le mot de la fin, le En golf. bourgeoisement. Joël de René, invité de Parlons Net. Merci. Je rappelle le titre de votre livre Et l'homme créé à la vie, la folle aventure des architectes et des bricoleurs du vivant. Merci pour cette émission que j'ai trouvée passionnante. Le livre est sorti chez LLL, Les liens qui libèrent. Merci à ceux qui vous ont interrogé. Romain Gubert du Point.fr, Chloé Le Prince de Rue 89 et Vincent Glade de Slate.fr. À la semaine prochaine. Merci.